J'essaye de faire de ma couleur de peau une fierté et de montrer que les personnes trans noires existent en fait. Nous aussi racisés, on a hérité de ce regard colonial parce que on est allé dans les mêmes écoles. Je me suis rendu compte vers l'âge de 6-7 ans parce que c'est à ce moment-là qu'on nous le fait remarquer. À l'école, beaucoup de choses du style t'as la couleur du caca, tout ça. Enfin, tu comprends que t'es une personne qui subit du racisme et du coup c'est à ce moment-là que j'ai compris. C'est l'école. C'est l'école qui m'a renvoyé cette différence. À partir du moment où on a commencé à se tirer les yeux face à moi, à me dire des ching chang chong. Au collège, quand les clichés se font plus durs, le début de la sexualité, la vie sexuelle, etc. Quand tu commences à entendre parler de porno à l'école et tout, et que tu comprends pas pourquoi toi et toutes tes copines asiates on t'appelle Katsuni, et j'ai rien contre elles, pas du tout, mais du coup tu te poses un peu des questions. Puis plus tard encore, dans le même registre, la drague, etc., tu te rends compte de cette exotisation, mais c'est un phénomène sur lequel tu n'as même pas de mots. Enfin, moi, j'avais pas de mots mais je me disais, mais pourquoi ils me disent tout ça? Enfin, d'où ça sort, d'où ça vient, etc. Et je suis arrivé à une phase, je crois que c'était vers le lycée, où en fait, je sais pas pourquoi, j'avais pas encore conscientisé la chose, mais je voulais quasiment plus parler arabe. Et je voulais qu'on me considère comme français. En fait, j'avais des choses à prouver à la France. Je sais pas pourquoi, et encore aujourd'hui, je pense que la seule explication que j'ai, c'est que j'étais conscient, conscient de façon inconsciente de ce qui se jouait réellement en fait autour de moi, mais il y avait vraiment cette frustration de faut que je parle français, et même quand je suis dehors avec ma mère, je vais lui répondre en français. L'ouverture d'esprit, c'est pas un truc qu'on apprend dans les livres. On a beau être aussi éduqué et riche que possible, c'est quelque chose qui s'expérimente dans la vraie vie. Et je me suis rendu compte à quel point tous ces gens si éduqués, en fait, ne connaissaient rien, mais rien à ce que je pouvais être, à ce que j'étais, etc. Quand je suis arrivé à Sarcelles, faut comprendre, moi je suis arrivé dans les années 90 jusqu'à 2000, on est au climax du racisme anti-indien. C'est c'est les moqueries constamment, c'est les je change de place parce que techniquement apparemment on sent le curry, les poundés, les pack-pack, c'est les bagarres, les raquettes, tu vois, c'est tout ça quoi. Cumulé au fait que moi en plus je suis danseur et que même ma communauté tamoule musulmane n'accepte pas ce que je fais et donc ce que je suis aussi. À un moment donné, moi, il a fallu que... J'ai dit, moi, il faut que je me construise déjà, tu vois. Je vais prendre un peu de recul. Et c'est ce paradoxe-là un peu aussi, tu vois, c'est de se dire que, bon, il n'y a pas de représentation. Déjà, dans le hip-hop, il n'y avait pas d'Indiens, il n'y avait que moi à l'époque, tu vois. Je me suis dit, je vais prendre l'espace aussi à cet endroit-là. J'avais fait un discours politique, etc. Et je reçois un MP sur Twitter en mode ah oui, vous parlez bien quand même, vous n'avez pas d'accent. Putain, mais Je lui ai dit, ça tombe bien, je suis née à Paris 12e quand même. Donc, merci mon gars, tu vois. Étrangère d'abord. Racisée, je pense que c'est vraiment quand je commence à rentrer dans le monde du travail. Quand je fais des études supérieures. Et que je me rends compte par exemple que bien que j'étais inscrite en islam médiéval, donc j'ai fait un M2 d'islam médiéval, j'étais la seule arabe entre guillemets dans ce master qui parlait de nous en fait. Quand on commence à chercher du travail, quand on commence à chercher un appartement, mon mari est marocain et barbu, donc ça n'aide pas non plus. Et finalement, même si je ne me suis jamais posé ces questions-là pendant des années, parce que je me suis toujours, déterminée en me disant, c'est le travail.
travail, voilà. Ici, t'es en France, tu fais des études, si t'es doué, tu vas passer à la classe supérieure, etc., etc., et puis tu trouveras du travail et basta. C'est un peu l'idée, le chemin qu'on se fait tous un peu quand on arrive ici. Et puis oui, en grandissant, tu te dis, mais attends, j'ai 2 masters, j'ai plein de qualités, je travaille depuis que j'ai 16 ans, je sais faire plein de choses, pourquoi je trouve pas de travail dans le milieu dans lequel je recherche? Pareil pour les appartements, pourquoi on nous refuse de visiter, pourquoi des fois on nous refuse de rentrer dans tel ou tel endroit. Plus tu grandis, tu penses avoir plus d'armes, plus d'argent, plus de facilité, et en fait tu te retrouves avec d'autres galères. Effectivement, quand tu arrives dans une ville où il n'y a que des blancs, quand tu vois un autre Indien, tu as l'impression que tu n'en as jamais vu de ta vie, tu vois, tu te dis En tout cas, à l'époque, ça faisait ça. Tu sais, là où on grandissait, on disait... Tu sais, limite, tu te dis, il s'est perdu, alors que lui, sûrement, il doit se dire la même chose. Il va se dire que moi, je me suis perdu, tu vois. Il y avait ce truc-là de... on voyait bien qu'il y avait une différence. On n'avait pas encore ce mot-là, racisé. Un souvenir très puissant qui s'est passé il y a 2 ans, quand j'étais au Rwanda. J'étais tout d'un coup très apaisé. Et j'arrivais pas à m'expliquer. Je comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'ai écrit à mon copain ce jour-là où je me suis rendu compte pourquoi, c'est que personne m'avait rappelé violemment que j'étais noir. Je pense que c'est ça qui est le plus puissant en fait, c'est que les structures sociales qui sont en France ne sont pas les mêmes qu'au Rwanda, et donc j'étais plus noir, quoi, j'étais Miguel tout d'un coup. Il y avait un truc de totalement hallucinant de se mouvoir dans un monde où tu dois pas faire attention sur comment tu marches, comment tu parles. De plus subir le racisme, c'est quand même assez agréable. Pour moi, quand j'étais à Brétigny-sur-Orge, le racisme, pour moi, c'était un truc de blanc. Tu vois ? En arrivant à Sarcelles, j'ai compris que le racisme, c'était un problème français. C'est-à-dire qu'on a hérité, nous aussi racisés, on a hérité de ce regard colonial. Parce que on est allé dans les mêmes écoles, où on a appris les pays du tiers-monde, les pays sous-développés, et les pays en voie de développement. Aux yeux de qui? Voilà, c'est toujours pareil, tu vois. Et dans ce contexte-là, on a appris à regarder nos cousins qui sont restés au pays comme des blédards. Tu vois ou pas? C'est violent, hein. Et donc du coup, c'est dans ce contexte-là, quand j'arrive à Sarcelles, je me rends compte que tout le monde se tire dessus, quoi, en fait. On comparait les PIB de nos pays d'origine, quoi. On en était là, quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire? On en est là. La question du racisme, elle n'est pas du tout individuelle et elle n'est pas du tout liée à l'intention de la personne. Tu peux tomber amoureux de quelqu'un et pourtant être hyper raciste envers cette personne. Parce qu'en fait, c'est une construction et donc c'est des réflexes. C'est un regard colonial blanc porté en permanence. Et donc, oui, ça pose vraiment des problèmes. Quand on parle de race, ce n'est plus les races biologiques qui ont été codifiées, théorisées, mais c'est bien les conséquences sociologiques. Je savais qu'il y avait des violences policières, je savais qu'on n'était pas toujours bien vu. Moi, quand je me faisais parfois contrôler au faciès, je comprenais. Il y avait une partie de moi en fait qui savait que c'était parce que j'étais arabe, mais j'avais pas réussi à conscientiser ça. C'est en arrivant en fait en études supérieures, en classe préparatoire et à la fac que les premières questions de « tu viens d'où vraiment ?» ont commencé à arriver et que j'ai compris qu'il y avait une sorte de différence en fait entre moi qui suis d'origine marocaine et qui m'identifie aussi comme nord-africain et les autres qui sont blancs en fait. Après cette prépa là, j'ai commencé à faire un peu des recherches, à lire un peu de sociaux là-dessus, Colette Guillaumin par exemple qui avait théorisé le terme racisé, et là j'ai compris que en fait c'est la merde pour toi quoi. Être racisé, c'est pas une identité, hein, c'est quelque chose qu'on construit et que la société construit pour nous. On est obligé de s'identifier à ça, mais je pense qu'en soi, c'est pas une identité. Et le bout du bout, c'est que ça le soit plus. Et on parlait tellement pas de nous, les immigrés, c'était pas les Asiatiques, dans les médias, il y avait ce côté... c'était pas nous, les immigrés, en fait. Ça fait partie de ce narratif, justement, pour créer cette pyramide raciale. Hein. Le racisme intracommunautaire, il est créé comme ça aussi, pour surtout pas regarder la suprématie blanche. On parlait pas de nous, c'était la minorité silencieuse, travailleuse, vraiment le mythe de la minorité modèle, il se construit comme ça,
Et il est insufflé dans nos communautés pour surtout que on continue de regarder vers les blancs en disant et tout, et on regarde les autres communautés, notamment noires et arabes en France, comme étant inférieures. Le Bénin, c'est un pays que j'apprécie énormément parce que c'est mon pays d'origine, c'est là que j'allais, je voyais ma famille, j'ai passé d'extrêmement bons moments là-bas. Et maintenant c'est un peu compliqué parce que ma famille me rejette un peu par rapport à ma transidentité. Et on me répète souvent qu'au Bénin on fait pas ça. C'est ce qu'on me dit souvent et ça me fait peur d'y retourner, honnêtement. Je sais pas si je serai en sécurité là-bas, même avec ma propre famille. Ça me fait peur d'y retourner, ouais. Il y a eu par exemple dans des communautés afro, même dans des pays africains, tiens mais non, il n'y a pas de ça chez nous. Et c'est vraiment ratifier la vision que les blancs ont de nous, c'est-à-dire de personnes bestiales, etc. Et nous on ne peut pas être efféminé, c'est vraiment ratifier totalement la vision que le colon a de nous. Et j'ai parlé de ma transidentité, du fait de subir le racisme et la transphobie. Et on m'a reproché d'être noir et d'être trans, on m'a reproché de trop me plaindre, ils mêlent la religion, la culture, enfin ils parlent de plein de choses et c'est assez difficile en fait de voir des commentaires haineux qui viennent de personnes noires comme moi. Et j'aimerais avoir leur soutien en fait parce qu'on est de la même communauté et en fait au final on peut pas vraiment compter sur eux et c'est dommage. J'essaye de faire de ma couleur de peau une fierté et de montrer que les personnes trans noires existent en fait et qu'on est tout aussi légitimes que les autres. Le concept d'intersectionnalité en tant que tel, je pense que j'en ai pas entendu parler très tôt. Après le fait de lire, de voir des choses, de voir que des personnes ont théorisé certains concepts dans lesquels on se reconnaît directement, là forcément ça aide à prendre conscience de beaucoup de choses. Je pense que initialement je me disais plus facilement antiraciste que féministe. La représentation qu'on faisait des féministes dans les médias faisait que je me sentais pas du tout concernée ou faire partie en tout cas de ce mouvement-là. Alors que finalement, quand j'ai cherché à m'intéresser à ce mouvement-là et aux origines aussi, finalement on se rend compte qu'il n'existe pas une forme de féminisme, mais plein. Maintenant je suis un peu plus en accord avec mon identité, je sais un peu plus qui je suis. Avant j'essayais un peu de lutter, j'essayais d'être une fille alors que j'en étais pas une. J'essayais de ne pas paraître trop noire alors que c'est pas possible. Donc je pense que maintenant que je suis en accord avec qui je suis vraiment, c'est plus évident pour moi de lutter contre le racisme. Je pense que c'est un peu mon vécu de personne trans qui fait ça, qui fait que je me pose des questions que des personnes cisgenres se poseraient pas. Et du coup ça fait que j'ai une réflexion qui est un peu différente. Ce qui est encore plus fort dans la domination, c'est qu'on est dominé, et même on n'a pas le savoir de notre domination, en fait ça prend du temps. En fait, il faut qu'il y ait des livres qui te sauvent la vie pour que tu comprennes le monde dans lequel tu vis. Il y a beaucoup de gens qui sont racisés mais qui tiennent le discours du dominant pour essayer d'exister dans la structure en elle-même en fait. Soit on combat, soit on essaye de survivre en tenant le discours du colon. Il y a la structure de domination qui vient effacer, qui vient naturaliser l'état du monde. Tes parents et tes grands-parents te l'ont probablement répété beaucoup de fois, mais ils se sont beaucoup sacrifiés pour toi, pour venir en France, pour t'élever, pour te donner tout ce qu'ils avaient. Et en vrai, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais je sais que c'est vrai. Je sais qu'ils ont beaucoup sacrifié. Je sais qu'ils ont énormément perdu. Je peux que être reconnaissant envers ce qu'ils ont fait pour moi. Et rien que ça, c'est une charge mentale en fait. Après, il y a une autre charge mentale qui est en fait la charge mentale d'être racisé en France. Qui est pas du tout la même. C'est celle de devoir se justifier tout le temps. C'est devoir se dire à chaque fois que quelqu'un va faire une blague qu'il trouve plus ou moins drôle, est-ce que je vais le reprendre? Est-ce que c'est ma place de le reprendre? Est-ce que je vais gâcher la fête? Tout ça, c'est une charge en plus en fait. Cette charge raciale, en plus de la charge mentale en étant à l'intersection de femmes et racisées,
de toute façon, c'est depuis le berceau. C'est du berceau au tombeau qu'on aura cette charge mentale et cette charge raciale. Moi, je la vois aussi comme cultiver sa résilience. C'est-à-dire que nous, enfants d'immigrés, personnes racisées, on a une résilience, mais qui est du coup hors norme. On a une capacité donc, de s'adapter, on a une capacité de détermination, etc., qui est, qui va beaucoup plus loin de par notre histoire, de par notre vécu, de par notre vie. Je pense que la fatigue et l'épuisement, je le ressens plus aujourd'hui, à force de réfléchir et de conscientiser les choses, que il y a quelques années. Je pense pas que j'ai pas le souvenir, du moins, d'avoir été fatigué, de jouer un rôle. C'est surtout aujourd'hui où, je le sens en fait déjà. Quand je vois toutes ces polémiques-là, ça me fatigue encore plus. Je suis devenu super anxieux. Je fais de la tachycardie régulièrement et je sais que c'est la cause de la charge raciale en fait. Cette question de l'ignorance-là, j'en parle souvent à mes proches et je leur dis, franchement, j'aurais voulu ne pas être au fait de tout ce qui se passe et de vivre ma vie de personnes intégrées et modèles de la République. Des fois, je me dis, mais en fait, c'est tellement plus facile. J'ai dû me blinder et je continue encore à me blinder par rapport à ça, mais ouais, je pense que c'est vraiment une carapace que je me suis créée. Je pense qu'elle est encore là, la carapace. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, il n'y a pas très longtemps, vraiment, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec ma mère, là, à la mairie, et il n'y a pas de voiture. Il y a le passage piéton, le bonhomme est rouge. Je sais qu'il n'y a pas de voiture, on est en droit de traverser. Elle porte le hijab, tu vois. Elle va dire non, traverse pas, après on va dire que c'est les mêmes, machin et tout. J'ai dû lui rappeler que j'avais le droit à la négligence en tant que Français. J'avais le droit à l'échec aussi en tant que Français. Tu vois ? J'ai le droit au retard. Moi j'ai un pote, un danseur, que j'ai filmé il n'y a pas très longtemps. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Il dit, moi, je m'autorise pas à arriver en retard. Parce qu'on va dire encore les Noirs. Mais frère, ça c'était nos parents. Bon après c'est pas bien d'arriver en retard en vérité, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois là, le truc qu'on nous met là, tu sais, ce truc là, ouais. On n'aurait pas le droit de... Mais t'as tous les droits en fait. Je pense qu'on grandit avec un sentiment de différence. Et que quand t'es jeune, t'essayes de l'effacer. Et t'essayes de t'adapter et de ressembler aux gens qui te trouvent différent. Mais la différence, tu la vois pas en fait. Tu cherches juste à t'adapter, à te fondre un peu dans le décor. Et moi, c'était le sentiment que j'avais, je crois, les 5 premières années de vie à Paris. Et j'essayais d'effacer d'où je venais en fait. Tu penses que en disant que t'as de la mif kebabtou, tu te sentirais un peu plus des leurs. Et pour qu'un enfant... Parce que j'avais pas toutes ces problématiques en tête, tu vois, j'avais 8 ans, je me disais pas là il faut faire de l'assimilation, non, c'est juste, c'est un réflexe de survie limite, tu vois, le truc c'est darwinien. Je changeais le nom de mon oncle, et ça je trouve ça ouf parce que j'aimerais pas que mon enfant il fasse un truc comme ça quoi. J'ai envie que mon enfant il soit fier de qui il est, de ses proches, d'où il vient. Et qu'il n'ait pas peur, qu'il n'ait pas d'appréhension à se décliner, à se présenter au monde tel qu'il est vraiment.